Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Lille, le salon des industries des Hauts-de-France. Nous sommes réunis depuis hier et jusqu'à ce soir à Lille Grand Palais pour évoquer l'ensemble des enjeux et des questions qui touchent l'industrie. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette séquence Didier Cousin, directeur territorial Hauts-de-France de GRDF. Vous êtes également, bonjour Didier, vous êtes également vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France en charge de REV 3. REV 3 comme troisième révolution industrielle. On va en reparler évidemment tout à l'heure. Au menu de notre échange, si vous le voulez bien Didier, industrie et transition énergétique. Alors la première casquette évidemment avec laquelle je vous interroge, c'est celle de directeur de GRDF. GRDF, on ne va pas se mentir, historiquement, c'est un vendeur d'énergie fossile. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et de quelle manière, vous vous engagez dans la réflexion et l'action en matière de transition énergétique? Vaste question, merci. Alors je vais vous reprendre juste sur le premier qualificatif. Nous ne sommes pas un vendeur, GRDF n'est pas un vendeur de gaz naturel, c'est un distributeur. C'est-à-dire qu'en fait, il gère et il exploite les réseaux de gaz depuis de nombreuses années pour le compte des collectivités locales qui sont propriétaires du réseau. Des fois, il faut leur rappeler. C'est-à-dire qu'on a des contrats de concession dans le cadre d'une mission de service public avec des collectivités ou des syndicats d'énergie qui regroupent un certain nombre de collectivités avec qui on s'engage pour 30 ans, voire plus, pour pouvoir gérer le réseau, le développer, y investir et faire des choses un petit peu nouvelles. Alors quand je dis un petit peu nouvelles, je vais relativiser aussi parce que je vais vous parler de gaz vert, de méthanisation. Ouais. Il se trouve que moi je suis rentré à Gaz de France il y a très très longtemps, je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière. Et déjà en 1995, ici même à Lille, j'avais dans mes équipes une personne qui était spécialisée dans la qualité du gaz, qui venait régler les premiers bus au gaz à Lille en 1995 avec du biogaz produit dans une station d'épuration à partir des déchets ménagers. C'était Pierre Moreau à l'époque qui disait « Moi, je veux faire rouler mes bus au biogaz à partir des déchets urbains. 95. C'est technique, ça fait 30 ans. Ça date pas d'hier. Et le biogaz, en fait, ça fait 40 ans qu'on connaît le biogaz, mais plutôt pour produire de l'électricité. Et il s'est passé quelque chose toujours sur cette métropole de Lille en 2011-2012, c'est que nous avons mis en service un centre de valorisation organique à partir de déchets ménagers, avec une volonté forte de la collectivité et de GRDF, du coup, c'était plus Gaz de France, c'était GRDF, pour pouvoir produire du biométhane toujours à partir des déchets de la ville, du territoire. Et c'était la première fois qu'on injectait du biogaz en 2011, première fois en France qu'on injectait du biogaz dans le réseau de gaz naturel. Alors c'était dans le réseau de GRDF pour ce coup-là, mais ça peut être très bien dans le réseau de GRT, qui est l'équivalent de RTE côté gaz, oui, que vous connaissez sans doute. Et aujourd'hui, on est à 700 et quelques unités de méthanisation qui fonctionnent en France, qui produisent du biogaz et qui injectent sur le réseau. Sur les Hauts-de-France, on a 94 unités qui produisent du biométhane et qui injectent. Donc, il faut juste se rappeler qu'il y a 13 ans, il n'y avait rien. C'est-à-dire on ne produisait pas de biométhane à partir des déchets. Et c'est une vraie volonté aujourd'hui, une vraie ambition que de développer ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et l'ambition, c'est d'être à 100% de biogaz, de biométhane injecté dans le réseau à l'horizon 2050, avec une étape intermédiaire qui sera 20% en 2030. Ce que vous nous dites, c'est que la dynamique est enclenchée, elle est engagée, oui. Alors que la technologie, elle existe, elle est connue depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui fait que voilà, l'élan est parti et qu'on est en train aujourd'hui, alors je ne sais pas si on rattrape un retard, mais en tout cas, on va vite, on va de plus en plus vite. On va de plus en plus vite. Après, il faut reprendre un peu l'histoire. Ça fait 50 ans qu'on développe toutes les énergies. On a accéléré sur le nucléaire à une époque. On a ralenti, on réaccélère maintenant. On a accéléré sur le gaz. On ralentit actuellement. Mais moi, il y a 20-30 ans, quand j'étais à Gaz de France, je raccordais des communes, des industriels partout dans la région. Et c'était une vraie volonté, c'est toujours d'ailleurs une vraie volonté des communes d'avoir du gaz dans leur territoire. On a mis en place une délégation de service public il n'y a pas longtemps en pleine Flandre
ça commence à devenir rare de faire des nouvelles délégations de services publics en gaz, mais toujours est-il que c'est un vrai plus pour la transition énergétique, pour le mix énergétique, à condition qu'on puisse le décarboner de plus en plus. Oui. C'est-à-dire ce gaz fossile, historiquement, il vient de l'étranger. Alors, il vient en grande partie de Norvège, d'Algérie. Il y avait une petite part de Russie, pour rien vous cacher, avec ce qui se passe en Ukraine. Bon, le gaz russe quasiment supprimé en France. On l'a compensé par de la sobriété et on l'a compensé de plus en plus par du gaz vert. Et d'où cette ambition d'aller plus vite, plus loin. On n'a pas le choix que de décarboner parce que de toute façon, ce gaz vert fait partie du bouquet énergétique. Tout le monde nous le réclame. Avec un enjeu, c'est un enjeu environnemental, mais pas seulement. C'est aussi un enjeu de souveraineté quelque part. C'est de reprise en main finalement, de reprise du contrôle de notre propre énergie. Oui, vous avez prononcé le mot, souveraineté énergétique. C'est le vrai sujet aussi aujourd'hui, au-delà de la problématique du dérèglement climatique auquel on est tous confrontés et pour lequel nous voulons tous lutter. Chefs d'entreprise, dirigeants, qu'elles soient de grandes entreprises, de petites ou moyennes entreprises, tout le monde de toute façon souhaite décarboner son activité. Mais effectivement, la souveraineté est revenue, je dirais, en haut de la pile avec le conflit en Ukraine. Donc on était déjà un peu conscient de ça avant, mais là c'est sûr que quelle que soit d'ailleurs la typologie, que ce soit l'énergie ou de la matière première en général, c'est bien qu'on puisse reproduire un peu en France ce que l'on consomme. Et donc, c'est vraiment l'objectif et l'ambition du gaz vert, c'est de l'économie circulaire. On est en circuit court, ça crée de l'emploi, ça crée des unités de méthanisation qui parfois sont plus ou moins bien acceptées parce que vous connaissez le phénomène NIMBY, pas dans mon jardin, mais à la fois, c'est toute la vertu du système que d'avoir des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement porté par des agriculteurs, qui deviennent des énergéticiens quelque part et qui gèrent ces unités de méthanisation, qui développent des nouvelles unités, parce qu'on va vers la décarbonation. Ça c'est un élément très important, ça marche, et pour que ça marche, et ça marchera, il faut être ensemble, il faut se regrouper, il faut être en collectif. Et sur ce sujet-là précisément, il y a un collectif régional qui s'est créé, Corby, vous allez nous en dire un mot? Tout à fait. Ouais. Alors, je peux pas parler du Corby sans parler de REF 3. Parce que REF 3, vous l'avez prononcé tout à l'heure, donc c'est une dynamique qui a été lancée par nos prédécesseurs. Enfin, moi, je suis très engagé avec d'abord toute l'équipe de la CCI qui est ici présente, mais aussi avec l'équipe de la région. Frédéric Motte, qui est un grand ambassadeur de REF 3. On travaille main dans la main depuis de nombreuses années, mais nos prédécesseurs, et petit clin d'œil à Philippe Vasseur, qui était président de la CCI à l'époque, a lancé cette idée de master plan 3e révolution industrielle dans la région, alors ça ne s'appelait pas Hauts-de-France à l'époque, mais Hauts-de-France aujourd'hui. Et l'idée, c'était de dire comment on mobilise l'ensemble des acteurs, qu'ils soient entrepreneurs, collectivités locales, associatifs, autour d'une même dynamique qui est celle du développement durable en fait. Alors on parlait pas trop de décarbonation à l'époque. Il y a 10 ans, il faut se remettre en arrière. Le mot décarbonation est arrivé il y a peu. Mais on était quand même dans la transition écologique, la transition énergétique, la transition numérique, la transition RH. Et ça s'est drôlement amplifié. Alors pour revenir à votre question, le collectif sur le biométhane injecté, il est apparu en même temps que REF 3. Alors, je me rappellerai toujours d'une rencontre qu'on avait eue avec Philippe Vasseur. Il nous expliquait en quoi il était important que tout le monde s'engage dans la 3e révolution industrielle. Et nous, GRDF, à l'époque, on rentrait dans la 3e révolution gazière. Ça a matché. Il a dit, je comprends l'intérêt, je comprends les enjeux. Maintenant, il faut y aller. Moi, je veux être la première région européenne de biométhane injecté. Et il nous avait dit, je vous conseille de réunir tous les acteurs autour de la table. Oui. On a lancé un premier groupe de travail. On l'a baptisé le Corby en 2014-2015, collectif opérationnel régional de biométhane injecté. Et on avait autour de la table, et on a toujours autour de la table, les acteurs incontournables, Chambre d'agriculture, ADEME, région, GRDF, GRT évidemment, mais aussi les acteurs privés, c'est-à-dire les faiseux, ceux qui savent construire, mettre en service, gérer, exploiter des unités de méthanisation. Donc on avait tous ces gens-là autour de la table, on les a toujours. Donc j'ai le plaisir d'animer avec la CCI de région
cette instance qui s'appelle le Corbi, qui n'a pas de structure juridique. Je ne suis pas président, je ne suis Structure informelle, mais qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. On a un Corbi lundi matin, on sera encore 30 autour de la table. Et il y a une vraie volonté que d'accompagner l'émergence de nouveaux projets, d'accompagner les porteurs de projets, sachant qu'on a pas mal de problématiques quand même à résoudre, entre guillemets. On a les services de l'État, je ne l'ai pas signalé. On a le SGAR qui, en fin d'année dernière, à l'occasion d'un événement qui s'appelle Métamorphose, donc c'est la marque de la région concernant le biométhane, le SGAR a renouvelé la feuille de route et l'ambition en matière de biométhane. Donc on est suivi aussi par les services préfectoraux et c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est l'union sacrée autour d'un projet qu'il mérite, en tout cas par ses enjeux. C'est ça. Ce qu'on va raconter en fait avec vous, Didier, c'est des histoires collectives qui permettent de porter et de développer des projets. Corbi est un premier exemple, donc qui remonte à maintenant il y a un petit moment, et puis il a fait école, ce principe, avec la création et la constitution d'autres collectifs ou communautés. On peut évoquer par exemple le collectif autour du CO2 à Dunkerque, par exemple. Entre autres à Dunkerque, bon, vous connaissez le sujet un petit peu, je pense. C'est le territoire qui génère le plus de gaz à effet de serre en France au niveau industriel. Et il y a eu une vraie mobilisation des acteurs du Dunkerquois, qu'ils soient économiques, institutionnels et politiques, autour de comment on décarbone ce territoire. Et est arrivé ce qu'il arrive en ce moment, toute une dynamique en matière de réimplantation industrielle, l'EPR qui va arriver, des gigafactories, mais pas que. Il y a aussi des industries, je pense à des industries agroalimentaires telles que Clairbout qui s'implantent à Dunkerque. C'est des bonnes nouvelles, tout ça, c'est avec à la clé des milliers et des milliers d'emplois. Oui, alors on peut peut-être en reparler après, mais pour aller jusqu'au bout de ça, donc il y a une vraie dynamique autour de la volonté de décarboner les activités parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, Arcelor en tête, qui est un gros émetteur. Et l'idée, effectivement, c'est de dire comment on travaille mieux ensemble. Donc ils se sont aussi mis autour de la table avec l'appui de la CCI, mais les acteurs locaux, Eura Énergie en particulier, et la CCI sont autour de la table pour travailler sur la décarbonation tous ensemble. Ils ont répondu à un appel d'offres national qui s'appelle Zone industrielle bas carbone qu'ils ont remporté. Donc l'État les suit sur les investissements en matière d'études pour décarboner tout azimut, si je puis dire. Et on fait partie d'un collectif qui d'ailleurs va s'exprimer là au mois de septembre parce que ce sera les 6e rencontres européennes de la décarbonation dans le monde industriel qui vont se dérouler à Dunkerque, je crois que c'est le 11-12 septembre prochain, en même temps que les assises européennes de l'énergie. Donc il y a un groupe de travail, il y a un collectif autour du CO2 qui s'exprime à Dunkerque, mais qui aujourd'hui intéresse tout le monde en région Hauts-de-France. J'en veux pour preuve qu'il y a beaucoup d'industriels qui attendent la rencontre de septembre pour venir voir et venir écouter les témoignages de tout un tas d'industriels en Europe qui vont se déplacer pour cet événement. Et donc, ce collectif fonctionne. Alors, il y en a d'autres. Il y a le solaire, il y a le Coresol qui est animé par un organisme qui s'appelle le CD2E ici en région, qui est le spécialiste, on va dire, des biomatériaux, des écomatériaux, de l'isolation des logements. On a aussi un collectif autour de l'hydrogène qui est animé par le pôle énergie, ce qui est aussi un centre de compétences qui d'ailleurs, je pense, intervient tout à fait dans l'un de nos plateaux. Il vous en parlera, il est délégué régional France Hydrogène. Oui. Donc on a aussi une feuille de route hydrogène qui est vraiment animée par la région de France et qui se veut très ambitieuse aussi. On veut être leader de tout, quoi, du biométhane, de l'hydrogène, de l'électromobilité. Et je ne peux pas ne pas citer le COREM, le collectif régional de l'électromobilité. Oui. Alors là, qui regroupe des dizaines de partenaires autour de la table, parce qu'on a des gros enjeux en matière de production d'électricité pour pouvoir alimenter les voitures demain, d'implantation des bornes, et puis de constructeurs. On a beaucoup de constructeurs de bornes électriques ici en région Hauts-de-France. Ces collectifs, c'est bien, se réunir, c'est bien, mais pour faire quoi? Quelle est finalement la valeur ajoutée de ces collectifs? C'est le vieux principe selon lequel tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. L'idée, c'est de porter de l'innovation, c'est d'appuyer des projets, c'est d'appuyer du développement. Vous avez tout dit, c'est chasser en meute, comme dirait l'autre. C'est aussi aller chercher des affaires ensemble. C'est pouvoir montrer au territoire national et européen, voire plus large, parce qu'on a des contacts avec le Québec sur ces sujets-là, montrer qu'on a un vrai savoir-faire, on a des vraies compétences, on a des spécialistes en région de France
qui sont en capacité d'aller chercher des marchés à l'étranger. Donc c'est tout ça à la fois. C'est accompagner des projets qui vont s'implanter, comme sur le biométhane en région de France. C'est pouvoir faire monter une filière, des filières technologiques qu'on avait peu ou prou, mais qui étaient peut-être un peu éparpillées, qui ne se parlaient pas. Et donc, du coup, les acteurs sont obligés de se parler. C'est de monter des projets en commun. C'est de faire en sorte que on a un projet de captage de carbone qui est en train de se dérouler, qui s'appelle D'Artagnan sur Dunkerque, qui permettra à des gens, des industriels comme Equiom, de capter le carbone, mais qui va être allé stocké en mer du Nord au travers du terminal méthanier de Dunkerque. Enfin bref, il y a tout un écosystème qui est absolument incroyable. Et l'histoire des collectifs, c'est ça, c'est comment travailler tous ensemble pour à la fois monter en innovation, en recherche et développement, et puis pouvoir aller chercher des marchés quand on le peut. Et la CCI, la Hauts-de-France, dans cette histoire, elle joue un rôle d'animateur, elle est à la manœuvre sur ces collectifs. Elle est co-animatrice quasiment sur tous les collectifs. Je dis quasiment parce que c'est un peu moins vrai, par exemple, sur l'hydrogène. Mais on est là. De toute façon, on est autour de table. Comme je le disais, on travaille main dans la main avec les équipes de Frédéric Motte à la région. Et on est là parce qu'on a une équipe, j'en ai quelques-uns ici autour de moi, on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui ont des spécialités quasiment dans tous les domaines. Et ça, c'est très, très riche. Pour vous donner un autre exemple et montrer l'impact que peut avoir REF3, on a des industriels qui sont tellement convaincus, et je pense à un en particulier dans l'Aisne qui s'appelle Métal Industriel, tellement convaincu par la démarche REF3 qu'il est allé voir ses actionnaires et il a dit voilà, moi je dois reconstruire l'usine, c'est une forge, et je dois reconstruire l'usine, mais je veux la faire sous le label REF3. Et il a expliqué la démarche à ses actionnaires. Ses actionnaires ont dit ok, top là, on construit une usine REF3 de nouveau dans l'Aisne. Et qu'est-ce qu'on a fait pour l'accompagner? On a mis à disposition un collaborateur de REF3 pour regarder toutes les problématiques, qu'elles soient énergétiques, économie d'eau, économie circulaire, écologie, développement durable, biodiversité. Et on accompagne sur tous ces pans-là. On n'est pas spécialiste de tout, mais au moins on a l'écosystème en région qui permet d'aller chercher le savoir-faire qui va bien et tout le monde est mobilisé autour de ce projet. Et donc ça, c'est fantastique. Ces collectifs qu'on vient d'évoquer précisément, ils sont labellisés REF3, c'est ça? On peut le dire, de cette façon-là? On peut le dire de cette façon-là, même si le label REF3 n'est pas quelque chose d'officiel. En fait, on a un référentiel REF3 entreprise qui existe, qui a été lancé par la région il y a maintenant 2 ans, dans lequel les entreprises peuvent se retrouver parce que des fois, des entreprises sont REF3 sans le savoir, ou alors ont envie de devenir REF3. Ce n'est pas une labellisation en tant que telle, mais c'est une marque de fabrique, c'est une belle image. Ouais, alors ce REF3, précisément, si on peut en dire un petit peu plus, si je comprends bien, c'est un peu un méta-cluster des différents collectifs qui existent, des différentes compétences présentes sur le territoire. C'est une sorte de club, c'est aussi un accélérateur, si je comprends bien, d'un certain nombre de projets de développement. C'est un peu tout ça. Comment on qualifie cet être un peu hybride qu'est REF3? Ouais, alors c'est très concret, hein, attention, hein, c'est hybride, apparemment. Très concret. Nous, au niveau de la CCI, on s'est vraiment réorienté sur 5 priorités. Je les ai citées, mais je les redis. Déchets, écomatériaux, énergie renouvelable, économie d'eau. Je dirais peut-être un mot sur l'eau tout à l'heure, parce que c'est vraiment un sujet fondamental. L'économie circulaire, les biomatériaux, et je dois en oublier. Mais on a aussi un autre volet qui s'appelle le REF3 Lab, et qui en fait accompagne des start-upers, des jeunes pousses, qui ont envie de se lancer dans une activité, enfin qui ont déjà lancé leur activité d'entreprise, autour de ces sujets-là, autour de ces sujets REF3. Un incubateur en quelque sorte? C'est un incubateur. C'est un incubateur et c'est un programme qui s'étale sur 6 à 8 mois, qui se fait bien souvent en lien direct avec un territoire. Ça peut être une EPCI ou plusieurs EPCI, donc des intercommunalités, qui nous accompagnent, qui accueillent les start-upers et on les accompagne sur 8 mois pour qu'elles puissent se lancer sur le marché, commercialiser leurs produits et être accompagnés, être coachés par des grands partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Je ne vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier. Il y en a beaucoup? Des startups, vous avez Alors on arrive à rencontrer votre public? Ouais, on arrive à près de 200 entreprises startups accompagnées. On a une communauté
des accélérés, ça s'appelle les accélérés REF3, Oui. et ça nous permet de temps en temps de faire des after-work, des petites soirées où on se retrouve tous ensemble pour que chacun vienne témoigner de ce qu'il a vécu au sein de l'accélérateur REF3. Et vraiment, pour ce coup-là, je pense que c'est unique en France. Ce système-là est unique. REF3 est unique en France. Oui. L'accélérateur REF3 Lab est unique en France. Et comme je vous le disais, on est même à envisager de faire des échanges avec le Québec sur ce sujet-là. Comment réagissent les entreprises du territoire? Voilà. Est-ce que dans les missions de REF3, il y a aussi encore aujourd'hui une mission d'information et de sensibilisation sur ces sujets? Ou est-ce que vous avez le sentiment, vous, alors avec la double casquette, aussi bien GRDF qui est en contact avec les entreprises que CCI, que les choses évoluent et que le pied est pris et que le sujet est vraiment sur la table aujourd'hui? Vous mettez le doigt sur un problème dont on est tous conscients. C'est-à-dire que là, entre nous, au REF3, vous faites le tour de On est tous convaincus. Tout le monde est convaincu, tout le monde connaît. Ce n'est pas le cas partout sur le territoire, il faut être très clair. Donc on touche peut-être moins de 10% de la population des entreprises, 10% des territoires aussi, qui soit connaissent REF3 parce qu'ils en ont entendu parler, soit sont très investis. On a quelques exemples, des villes comme Fourmi, Laon, les élus maire de Laon qui est hyper engagé dans le mix énergétique, qui fait feu de tout bois en matière de solutions de décarbonation. Bref, on a quelques territoires comme ça, j'ai du mal à les citer, parce que je vais oublier Dunkerque, je vais oublier plein de monde. Mais tout le monde n'est pas forcément conscient de cela ou n'a pas forcément les leviers pour accélérer sur les transitions économiques, écologiques, etc. Donc, il y a énormément de travail à mener. On essaie d'être présent le plus possible au travers d'événements comme ici, au travers de remises de trophées. On a des remises de trophées REF3. On était la semaine dernière avec Frédéric Motte à l'Assemblée Générale de NFI, Nord France Invest, qui est à la manœuvre pour les nouvelles implantations industrielles en Hauts-de-France. Vous savez qu'on est la région la plus attractive de France en matière d'investissement étranger. C'est juste énorme ce qui se passe ici en ce moment. Et REF3, on l'a vu avec Choose France la semaine dernière. Avec Choose France, absolument, c'était au même moment. Et la semaine dernière, on remettait le trophée à l'entreprise la plus exemplaire. Alors j'ai du mal à dire ça, parce que ça veut dire qu'il y en a qui le sont moins. Mais en fait, on a eu énormément de mal à sélectionner les entreprises qui étaient nominées dans ce trophée, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'engage. Et comme je le disais, que ce soit le responsable de grande entreprise ou de moyenne entreprise, de toute façon, le grand donneur d'ordre aujourd'hui entraîne ses prestataires et ses sous-traitants vers effectivement un monde plus économique, plus écologique et moins générateur de gaz à effet de serre. Donc on a des difficultés aujourd'hui à savoir qui fait mieux que l'autre, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir partager les bonnes pratiques. On a à la CCI une commission industrie, une commission REF3. On fait nos réunions ensemble et tous les 3 mois, on fait une visite d'entreprise. On est allé voir pas mal d'industriels et on a encore un beau programme dans les mois qui viennent. Et on va voir les industriels parce que, en fait, tout le monde a pris le sujet en main et les exemples et les bonnes pratiques sont pléthores aujourd'hui. Maintenant, c'est comment on partage ça mieux, d'où l'intérêt du collectif, d'où l'intérêt de la transversalité entre les entreprises elles-mêmes, mais aussi avec les territoires, parce qu'on a des collectivités qui sont aussi exemplaires. Sur quel terrain, sur quel sujet et comment on peut aller plus loin aujourd'hui? Le sujet majeur aujourd'hui, c'est la transition énergétique, bien évidemment. Oui. Mais je vais le redire, mais il faut faire feu de tout bois. Il faut pas penser que demain, on sera dans un monde avec une monosolution. On parle beaucoup d'électrification aujourd'hui. Il faut juste faire attention que les infrastructures soient bien présentes au bon moment. Donc, de toute façon, il faut un mix énergétique le plus large possible. Donc, développer les énergies renouvelables, le solaire, l'hydrogène vert demain. Alors, les éoliennes, il y en a beaucoup, peut-être beaucoup trop ici en région de France, mais ça fait partie du système de toute façon. Il faut un mix énergétique le plus large possible. Voilà. Et puis, il y a l'eau. Et alors, c'est là où je voulais en venir. Merci de me le rappeler. L'eau est un vrai sujet depuis maintenant 2-3 ans. On a été confronté, il faut être conscient de ça, il y a 1 an, à une période de sécheresse, de stress hydrique dans cette région. Faut être conscient de ça. L'Oise était classée en stress hydrique, le département de l'Oise. Donc les nappes étaient asséchées. On a été confronté à ça, donc on a mis en place une sorte de mode d'emploi pour les entreprises qui a été diffusé à l'ensemble de nos partenaires
pour faire en sorte que on puisse faire des économies d'eau, des éco-gestes en matière d'eau. Enfin bref, il y a une sorte de guide de bonne pratique qui a été diffusé. Et il se trouve que depuis l'automne dernier, les nappes se sont plutôt plus remplies qu'il ne faut. Oui. Et on a été confronté aussi à des zones d'inondation. À l'inverse. Et à l'inverse, on a un millier d'entreprises dans le Pas-de-Calais qui se sont retrouvées les pieds dans l'eau. Alors, je pense évidemment à la population, évidemment, mais aussi le monde économique qui a été confronté à ça. Et certaines entreprises ont énormément de difficultés à sortir de cette problématique, de la tête de l'eau, si je puis dire. Oui. Et donc, la question qui se pose, c'est aussi comment on accompagne ces entreprises, ces dirigeants, pour à la fois s'adapter quand il y a des périodes de sécheresse et s'adapter quand il y a des périodes d'inondation. C'est ça, c'est pas transition climatique. C'est cette transition climatique qui est très difficile à piloter. Difficile à appréhender parce qu'on va être de toute façon confronté à des événements climatiques dont on ne s'aperçoit même pas aujourd'hui quelle sera l'ampleur. Enfin, là, on a eu une preuve avec les inondations qui ont eu du mal à passer dans le Pas-de-Calais. On s'en sort à peine maintenant. Mais la vraie question, c'est comment on accompagne la population, comment on accompagne les entreprises. Donc, on a mis en place un groupe de travail au niveau de la CCI. On fait partie des commissions locales de l'eau sur l'ensemble des SAGE. Le SAGE, c'est le syndicat d'aménagement de l'eau sur l'ensemble des territoires. Donc, on anime nous aussi au niveau de REF 3 ces élus. On essaie d'apporter un peu de pédagogie, de formation sur la problématique de l'eau. Et ce qu'on envisage aussi, c'est de pouvoir monter une task force eau en région. C'est de volonté de Philippe Aurdin, président de la CCI de région, que de mener une action qui soit coordonnée avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, les agences de l'eau, les collectivités locales, la région Hauts-de-France également. Donc voilà, on est aussi mobilisé sur ce sujet-là. Beaucoup de thèmes à traiter. Merci beaucoup. Nous étions avec Didier Cousin, le directeur territorial Hauts-de-France de GRDF et vice-président de la CCI des Hauts-de-France, pour évoquer les enjeux liés à la transition énergétique. Merci à vous. Un peu plus large d'ailleurs, transition écologique au sens large. Merci beaucoup. Bonne journée et bon salon. Bonne journée.